Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode pour régler rapidement un correcteur PI. Alors, sur ce genre d'application, on ne peut pas faire que de la théorie, donc je vais m'appuyer sur une application la plus simple et la plus naturelle pour ce genre de choses, c'est l'asservissement en vitesse d'un moteur à courant continu. Donc ma vidéo est une illustration de ce qui se trouve sur ma page web. Donc ça se trouve dans Automatique robotique, voilà, réglage d'un correcteur PI. Donc, pour le coup, là, il n'y a que des considérations théoriques. Donc, je vais commencer par présenter l'application et après, on verra le lien avec ce qui est présenté sur cette page. Alors, j'ai donc à disposition un moteur à courant continu qui est de marque Parvalux. Bon, après, ça peut être n'importe lequel. Équipé d'un réducteur, puisque les moteurs à courant continu, enfin les moteurs électriques de manière générale, tournent toujours trop vite dans des soucis de compacité. Un moteur à courant continu permet de transformer une énergie électrique en énergie mécanique. Donc à ce moment-là, en sortie, on a un couple multiplié par une vitesse, qui nous fait une certaine puissance. Donc on a une conversion UI en C fois oméga. Et dès lors que la vitesse est grande, le couple est plus petit, le couple étant lié au courant, le moteur est plus compact. Donc le réducteur est ici. Et on a également un codeur incrémental à ce niveau-là qui permet de récupérer une position ou une vitesse. Alors soit dit en passant, ce genre de moteur, bon, il peut coûter assez cher. Pour avoir testé pas mal de moteurs bon marché, je conseillerais celui de chez Lynx Motion. Voilà, bon, c'est un moteur chinois. Bon, la qualité, je ne la garantis pas, mais bon, voilà, c'est de l'ordre de 20 €. Il y a un arbre ici à l'arrière pour rajouter un codeur incrémental. Donc vous pouvez très bien y mettre un codeur incrémental de qualité du type HEDS 5540 à 0,2 pour le coup, étant donné la dimension de l'axe. Et donc pour aller 15-20 € plus, alors c'est celui-là qui coûte le plus cher, 50 €, vous pouvez avoir un moteur avec un couple pour l'avoir testé relativement stable. Soit vous prenez un moteur pas cher et à ce moment-là vous avez associé avec ce moteur un codeur incrémental bas de gamme. Et pour le coup, vous aurez très peu de précision et vous aurez du mal à observer un transitoire quand il y a élévation de la vitesse. Donc pour faire l'asservissement, ce n'est pas terrible. Par ailleurs, il est assez compliqué de trouver un moteur avec un axe arrière comme ça. Et quand bien même on en trouve, bien souvent, quand vous le faites tourner, vous avez beaucoup d'oscillations. C'est pour ça que celui-là, c'est le seul que j'ai trouvé à bas prix qui était potable. Alors bien entendu, après, vous avez les moteurs haut de gamme, comme celui-là, Parvalux. Chez Maxon Motors, ils en font aussi. Alors, je ne conseille pas ceux qui sont en 12 volts parce qu'ils chauffent énormément, mais voilà, vous pouvez trouver Faulaber. Enfin, voilà. Après, sur les moteurs de qualité, il y a quand même pas mal de choix. Donc tout dépend après de l'application. Le hacheur qu'on trouve en amont pour avoir une tension 24 volts découpée, c'est un modèle Texas Instruments DRV8871 qui a l'avantage d'avoir une boucle de courant interne. Donc, pour rappel, le courant est associé au couple. Donc si jamais, le moteur voulant toujours tourner, si jamais il y a un fort couple résistant, on va avoir un couple moteur équivalent qui va être important. Donc le courant va monter au risque d'endommager le hacheur, voire le moteur. Donc si vous avez une régulation de courant qui est faite, vous aurez de toute façon une consigne de courant qui, elle, sera limitée au courant max admissible. Voilà, donc c'est une sécurité qui peut être gérée dans le microcontrôleur. Bon, du fait qu'elle est gérée ici en interne dans le hacheur, bon, ça permet
de prendre un petit peu de moins de précautions, on va dire, côté code. Alors, je vais prendre comme point de départ un programme où j'ai une tâche périodique. Bon, je suis dans un contexte avec un système d'exploitation FreeRTOS, où donc je peux dire que voilà, régulièrement je vais dans la tâche A, je vais faire ici une série d'instructions et je m'endors pendant 5 millisecondes. Ça veut dire que je vais travailler à une fréquence d'échantillonnage 5 millisecondes dès lors que je néglige le temps d'instruction des instructions, ce qui sera plutôt vrai par rapport à 5 millisecondes. Bon, j'aurais pu très bien prendre un programme plus simple où j'ai juste un timer qui va régulièrement en fin de comptage, qui déclenche une interruption et dans cette interruption, j'écris les mêmes instructions. Ça revient au même. Alors, je vais faire tourner déjà mon moteur en boucle ouverte. J'ai des fonctions ici disponibles dans moteur commande. Bon, alors bien évidemment, tout ce qui est initialisation, c'est fait au début du programme. Et là, j'ai une fonction setDuty qui permet de régler le rapport cyclique. Donc si je suis un rapport cyclique de 100, alors le paramètre de la fonction est compris entre 0 et 200. Si je suis à 100, ça veut dire que j'ai un rapport cyclique 1,5. Donc je ferai autant de temps en haut qu'en bas pour la tension. Alors je compile. Je lance le programme. Et bon, si je vais jusqu'à cette instruction, voilà, donc je mets à jour le contenu d'un registre qui se trouve au niveau d'un timer. C'est un périphérique voilà, qui est à côté de mon processeur. Et si je fais une mesure de la tension, là j'utilise une carte Red Pitaya pour faire oscilloscope. Voilà, donc je suis entre 0 et 24 volts normalement, et bon voilà, j'ai un rapport cyclique de 1,5. Bon, maintenant, si je mets une autre valeur, donc, par exemple 150, voilà, là j'ai mis en rotation du moteur. Si je regarde ma tension, voilà, là pour le coup, j'ai un rapport cyclique qui fait que j'ai une valeur moyenne de tension positive et ça fait tourner le moteur dans un sens de rotation. Si je mets une valeur inférieure à 100, j'aurai une rotation dans l'autre sens. Alors j'ai mis en rotation. Alors je peux évoquer également le codeur incrémental. Alors est-ce que je l'ai là? Alors le codeur incrémental est un disque solidaire de l'axe de rotation du moteur, et ce disque est traversé par deux rayons optiques. Donc le fait d'avoir deux signaux en regardant qui arrive en premier par rapport à l'autre, ça permet de connaître le sens de rotation, et en comptant les fronts montants des signaux, ça permet d'avoir une idée de la position du moteur. Et si je connais la variation de position pendant un intervalle de temps donné, ça me permet de connaître également la vitesse du moteur. Alors ici, le moteur tourne toujours. Si je me branche
sur l'un des signaux A ou B, voilà, si je me branche sur l'un des signaux A ou B, j'observe bien un signal carré. Si je viens freiner le moteur, voilà, je compterai un petit peu moins d'impulsion, hein, la vitesse étant moindre. Donc là, j'ai un système qui est complexe, composé d'un hacheur, d'un codeur incrémental, d'un moteur. Alors, je ne dis pas qu'on pourrait modéliser chaque élément, chercher l'inductance du moteur, la résistance, des trucs comme ça, trouver les gains relatifs au hacheur. Bon, tout ça est tout à fait possible. En tout cas, si on veut faire les choses rapidement et quand même correctement, on peut tout simplement chercher à identifier le système global. Donc l'entrée de mon système, ce qui fait tourner, ici, c'est le fait que j'ai une variation de rapport cyclique. Maintenant, si je veux contrôler mon système en vitesse, ben, je vais chercher à fournir une consigne, donc c'est la vitesse que je souhaite respecter. Donc je vais comparer avec la vitesse que je vais mesurer. Donc finalement, voilà le système que je vais asservir. Son entrée, sa commande, c'est le rapport cyclique. La sortie, c'est la vitesse que je vais mesurer. Donc dans un premier temps, pour chercher à connaître ce système à asservir, je vais mettre une variation de commande, autrement dit de rapport cyclique en entrée, et je vais observer la variation de vitesse correspondante. Pour mesurer la vitesse, j'ai des fonctions là, dans quad-encodeur, donc une fonction qui s'appelle quad-encodeur getSpeed. Donc, je vais appeler cette fonction, elle me retourne un entier qui correspond à la vitesse. Allons-y, et je vais, pour observer la mise en rotation du moteur, je vais enregistrer ça dans un tableau. Hop, je vais mettre ça, j'ai appelé ça step speed. Bon allez, on va prendre 100 points, ça sera pas mal. Alors j'enregistre cette vitesse dans une variable intermédiaire qui s'appelle speed. J'enregistre speed dans mon tableau. Donc je retourne régulièrement dans task A toutes les 5 millisecondes. Donc pour ne pas déborder, ben, je vais faire attention que je ne dépasse pas 100 valeurs. Donc je déclare, bon alors dans les tâches, les variables sont statiques par défaut, mais bon, pour bien dire que je dois mémoriser mon compteur, j'en rajoute une couche. Voilà, donc ce que je dis ici dans mon programme, c'est bon, initialement les moteurs sont à l'arrêt, hop, je les mets en rotation, je relève la vitesse, je l'enregistre et j'attends. Donc de toute façon, je donnerai toujours la même commande. En passant des bugs, j'allume les moteurs. Voilà, donc là, on est à l'arrêt, prêt à partir. Je mets pause et je vais regarder ce que j'ai dans Tap Speed. Alors, on doit retrouver ça dans expression, par exemple, ou dans variable. Voilà, je retrouve mon tableau qui est là, avec différentes valeurs que je vais copier dans un tableur, par exemple.
Voilà, et alors j'ai peut-être une valeur qui n'est pas terrible parce que je ne cherche pas la position initiale. Donc là, je vais un peu tricher, voilà, pour avoir une belle courbe. Voilà, donc là on observe l'évolution, la variation de la vitesse pour une variation de commande de 50, puisque mon état de repos c'est 100 hein, pour le rapport cyclique. Donc si je demande 150, c'est une variation de 50. Donc j'ai une variation à peu près de 1400, hein, bon, pas loin. Donc je peux considérer un gain pour mon système global de 1400 divisé par 50. Donc c'est bien ça. Si je mets quelque chose qui est assez petit en entrée, qui représente un rapport cyclique, j'observe un truc plus grand en sortie, donc mon gain nécessairement il sera plus grand que 1. Quant à la constante de temps de mon système, donc là normalement c'est un robot mobile, donc si je voulais bien faire les choses, il faudrait que je fasse rouler pour considérer le poids du robot et que voilà, pour avoir la vraie constante de temps. Bon, là c'est juste un exemple. Je sais que chaque point, je le mesure toutes les 5 millisecondes. Mon régime permanent, c'est quand j'ai 1400. Donc quand j'atteins 0,63%, 63% pardon, du régime permanent qui est de 1400, autrement dit, quand j'atteins à peu près 800, entre 800 et 900, je suis à ma constante de temps. Donc la constante de temps, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fois 5, 40 millisecondes. Voilà, donc ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle l'identification du système. Donc dès lors que je connais un petit peu mieux mon système, on va pouvoir parler correcteur. Donc voilà, j'avais un système à asservir dont je ne connaissais rien. J'ai simplement appliqué une variation de commande, ici en l'occurrence le rapport cyclique, et j'ai observé une variation de la vitesse. Donc je peux dire que ce que j'ai à servir, c'est un système dont le gain vaut 1400 sur 50 et la constante de temps est de 40 millisecondes. Voilà, parce que souvent, quand on fait de l'automatique, des asservissements, ben, on a des problèmes où on dit, ben, voilà, on a un système qui est comme ça, qui a ses paramètres, et puis après on fait des calculs. Bon, ben là, la phase qui doit précéder cela, c'est cette phase d'identification pour déjà, dans un premier temps, connaître ce qu'on a à servir, et après on va pouvoir parler réglage. Alors, tout ce qui est asservissement pose un problème puisqu'on vient comparer une consigne à une mesure et le résultat de cette comparaison, bon, ben voilà, c'est une commande qui est éventuellement corrigée. Le problème ici, c'est qu'on prend la sortie et on vient la soustraire. Donc imaginez ici que vous ayez un gain qui soit au-delà de moins 1, ça veut dire que je vais soustraire quelque chose de négatif au-delà de moins 1, donc ça veut dire que je vais additionner et que ça va partir dans les choux. Donc tout le problème des asservissements, bah, c'est de faire en sorte que mon système reste stable en dépit de cette contre-réaction. Voilà, si on veut résumer les asservissements, c'est que ça. Le problème qui se pose, c'est que quand je balance en entrée un échelon, j'ai dans ce signal, qui est un signal complexe, une infinité de sinusoïdes de tout un tas de fréquences. Donc ça peut très bien se passer pour une fréquence donnée. Si j'y mets une sinusoïde lambda, bon, ben, peut-être que oui, ça va suivre. Maintenant, si j'envoie tout plein de sinusoïdes en même temps, ben, il peut y avoir des fréquences pour lesquelles ça se passe mal. C'est pour ça qu'en asservissement, on regarde ce qui se passe sur l'ensemble des fréquences. Donc on analyse un système
avec des Nyquist ou des BOD qui sont des analyses fréquentielles. Voilà. Et si j'observe que ça se passe bien sur l'ensemble des fréquences, bon, bah, je peux me dire que je vais avoir quelque chose de stable, même s'il y a une contre-réaction. Alors un critère assez simple à comprendre dans ce cadre-là, c'est la marge de phase, qui dit simplement, voilà, si je trace la caractéristique fréquentielle de mon système, donc système à asservir associé à mon correcteur, donc c'est mon système en boucle ouverte, hein, association correcteur, système à asservir, ben, si cet ensemble reste assez loin du point -1 au-delà duquel ça devient problématique, si ce assez loin, c'est ce qu'on appelle la marge de phase, ben c'est bon, je garantis une certaine stabilité. Cette marge de phase, on peut l'observer également en BOD, donc toujours pareil, là je trace l'association correcteur système à asservir. La marge de phase, c'est quand on coupe le cercle de rayon 1, et le cercle de rayon 1, c'est quand on coupe 0 dB en BOD. Et la marge de phase, c'est la distance entre le point -1 qui est à -180 degrés et ma courbe. Bon, alors il n'y a pas de règle absolue. On va se dire que 30 degrés, bon, c'est un minimum. Méfiance sur le fait d'avoir une marge de phase trop grande. On pourrait se dire, bon, bah, allez, plus je mets une grosse marge de phase et plus je suis tranquille. C'est vrai si tout est linéaire, mais comme rien n'est jamais linéaire, ou du moins on est toujours linéaire dans un certain domaine. Là, vous prenez notre exemple, ben, si je mets des rapports cycliques au-delà de 0 ou de 200, bon, ben, ça ne va pas marcher, je vais être en saturation. Et si je suis en saturation, je ne sais pas trop ce qui se passe en fin de compte. Donc il faut rester sur des marges de phase pas trop grandes non plus, donc on va essayer d'être, on va voir entre 30 et 50. Alors, après, comme type de correcteur, on peut avoir les correcteurs proportionnels. Alors, si je mets un simple correcteur proportionnel, je risque d'avoir une petite erreur entre ce que je demande et ce que je mesure. Donc, si j'ai une intégration, je garantis le fait que ma mesure rejoigne à un moment donné la consigne. Donc déjà, si on a ça, c'est pas mal. Qu'en plus, c'est stable, tant mieux. Après, l'inconvénient d'un correcteur avec une intégration, c'est que ça ralentit la réponse. Donc, un composant après dérivé pourrait rattraper un peu le coup. Bon, on n'ira pas jusque-là, on va rester sur un correcteur PI. Alors, si je prends la caractéristique en vert ici de ce que j'ai à servir et la caractéristique en bleu de mon correcteur PI, donc l'association des deux, ça me fait cette courbe. Donc, si j'ai deux paramètres à régler dans le correcteur PI, c'est la constante de temps, TI, et le gain. Si je dis d'entrée de jeu que ma constante de temps, c'est 1/10 de taux, ça va me faire cette courbe-là. Donc, je fige l'un des paramètres. Donc, ça me permet de descendre suffisamment près de 180 degrés sans aller non plus en garantissant une certaine distance malgré tout. Et il me restera uniquement le KP ici à modifier pour avoir la marge de phase que je souhaite. Comme cette courbe-là elle est figée, quand je modifie le KPI, je vais couper le 0 dB un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Donc je vais lire ma marge de phase un peu plus à gauche ou à droite. Alors pour régler le correcteur, je vais récupérer un script qui se trouve un petit peu plus bas ici dans la page. Donc j'ai un fichier de calcul soit avec l'extension .m pour MATLAB ou plutôt Octave, puisque MATLAB finalement, en tout cas pour des choses très simples, n'a aucune valeur ajoutée, d'autant plus que c'est payant. Donc prenez plutôt Octave. Vous avez la possibilité également d'utiliser Scilab avec l'extension ici .sce. La syntaxe est un petit peu différente, d'ailleurs c'est dommage. Et bon, après, il y a des solutions également sous Python qui sont tout à fait équivalentes. Je fais une petite parenthèse, hein, si vous voulez faire des schémas blocs, alors il y a Simulink sous MATLAB, mais bon, pour les mêmes raisons, je ne le conseille pas. Vous avez également Scilab ou une petite nouveauté, PSymCoder
en Python qui permet de faire des schémas blocs, des tracés et de la génération de code pour du prototypage rapide. C'est une solution tout à fait satisfaisante que je conseille. Je ferme la parenthèse. Je prends l'exemple avec Octave. Alors, il faut, dans un premier temps, inclure, donc faire un pkg load control pour que ça se passe bien. Et voilà, je vais exécuter au fur et à mesure les différentes instructions. Donc le mieux, c'est de faire sélectionner et puis faire un run sélection, donc F9. Donc là, mon gain et ma constante de temps, c'est bien, mon gain c'est 1400 sur 50, ma constante de temps c'est 40 millisecondes. Je définis ma fonction de transfert en boucle ouverte. Donc ça, c'est ce qu'on a observé tout à l'heure, ce qu'on a mesuré. Je définis ensuite mon correcteur. Avec, vous voyez ici, la constante de temps, c'est 1/10 de taux, donc ça c'est figé. Et mon gain, pour l'instant, c'est 1. Et c'est celui-là que je vais modifier au besoin. Je définis mon correcteur. Bon, le bot du correcteur seul, on s'en fiche. Hop, je trace l'association correcteur système à asservir. Et là, on voit que je coupe le cercle de rayon 1. Donc, quand j'ai 0 dB, j'ai ma marge de phase qui est ici. Donc, elle est grande puisque mon moins 180 degrés, il serait à ce niveau-là. Donc, même si je descends ici dans le creux, de toute façon, j'aurai encore une marge de phase suffisante. Et pour les raisons évoquées, à savoir des problèmes de saturation que je vais avoir, parce que si ma marge de phase est trop grande, je vais avoir une réponse beaucoup trop lente. Et si je suis trop lent, j'ai beaucoup de malchance de saturer. Donc, je vais réduire mon gain. De combien on va voir. Hein. Hop, je redéfinis mon correcteur, je retrace. Voilà, je peux même le réduire un peu encore, je pense. Bon, là, je suis allé un peu de l'autre côté. Bon, entre 0,01 et 0,1, on sera pas mal, quoi. Après, il n'y a pas de... tout un tas de valeurs qui sont possibles, hein, de toute façon. On va voir, hein, après, c'est toujours pareil. Là, on est sur des choses qui sont théoriques. Donc, avec ces réglages, je peux tracer théoriquement ce qui doit se passer, mais je ne tiens pas compte des éventuelles saturations, déjà. Donc là, voilà, je vais avoir une réponse avec un dépassement d'à peu près 20%. Bon, à première vue, c'est pas mal, mais voilà, il ne faut pas se contenter de ça. On va maintenant l'implanter pour voir ce qui se passe. Alors là, j'ai raisonné sur un correcteur analogique. Donc si je voulais le réaliser, il faut que je prenne mes ampli-op, résistance et condensateur et que je bricole ça. Bon, là, on va plutôt prendre un microcontrôleur. On a fait depuis le début. Et si je veux faire une implantation numérique, soit je raisonne sur un correcteur numérique, et donc il y a tout un tas de correcteurs uniquement numériques qui permettent d'avoir pile poil ce qu'on demande. Bon, ça pose après d'autres problèmes de synthèse, hein, il faut prendre un petit peu plus de temps. Moi, je vais simplement discrétiser mon correcteur analogique. Donc la discrétisation, ça consiste à dire que voilà, toutes mes périodes d'échantillonnage, je prends un point. Donc je vais assimiler mon paramètre de la place à 1 moins n-1 sur TE. Alors je ne m'attarde pas sur ces histoires de transformer de la place, transformer en Z et l'échantillonnage. Voilà, je vais le faire ça dans une autre partie, dans une autre vidéo. Alors par ailleurs, il y a déjà le texte qui est existant. Donc en gros, par rapport au correcteur PI que j'ai pris tout à l'heure, je remplace S par cette valeur-là et ça me fait un correcteur numérique. Si je connais, si j'ai une expression
sortie sur entrée avec des Z moins quelque chose. Z-1, ça veut dire une période d'échantillonnage de retard. Donc si j'ai Z-1 fois quelque chose, ça correspond à l'échantillon précédent. Voilà, donc je vais implanter ces différentes équations qui correspondent au réglage que j'ai déterminé. En prenant KI, c'est TE, période d'échantillonnage, sur TI, c'est un dixième de taux. Et le KP, c'est le gain du correcteur, donc j'ai dit tout à l'heure à 0,01 à peu près. Bon, on va voir ce qui se passe. Donc tout ce qui est constante, c'est bien peut-être de les précalculer. Donc TE, c'est 5 millisecondes. TI, c'est un dixième de taux. Taux, je vais mettre 100 millisecondes. Taux, c'est 40 millisecondes. Donc ce qui s'appelle KI, c'est TE sur TI. Donc KP, c'est 0,01. Là, dans mon équation, je vais avoir du coup donc l'erreur. C'est la consigne. Alors, ce que je souhaite, alors, je ne sais pas, par exemple, je vais tourner à 1000. Bon, là, logiquement, on est en tours par minute. Bon, après, peu importe, c'est une image de la vitesse. Bon, c'est pareil, hein, le correcteur, ça va marcher. Si je mets 20 000, bah oui, non, il y a peut-être il y a un certain domaine de fonctionnement. Donc 1000 moins speed. Donc speed, c'est la vitesse que j'ai mesurée. Donc qui est une valeur donc qui est bien signée, attention. L'erreur, elle est, bon, ça reste pour l'instant un entier. Après, il faudra faire attention pour les autres valeurs. Donc là, j'ai deux paramètres, c'est UP et UI. UP, c'est KP fois l'erreur. Alors KP, c'est un float. Donc là, bon, je vais prendre quelques précautions et bien caster. Donc je vais avoir float UP et je vais avoir également float UI. Donc là c'est pareil, il faut bien mémoriser cette valeur parce qu'elle permet de faire l'intégration. Je vais avoir UI égale UI plus KP fois KI fois l'erreur. Et donc, mon set duty, c'est le résultat de ce calcul. Donc, c'est UP plus UI. Donc, ça, c'est ma commande. Disons, c'est la variation de commande. Donc, il ne faut pas que j'oublie de rajouter 100 parce que 100, c'est la valeur de repos. Alors, je vais enregistrer les vitesses de toute façon comme tout à l'heure, mais je vais aussi enregistrer la commande pour vérifier qu'il n'y a pas de saturation. Donc, est-ce que ma commande est bien dans des... enfin, ma variation doit être entre moins 100 et plus 100 pour que ça se passe bien. Voilà. On va voir ce qui se passe. Donc, je compile. On va maintenant passer au test. Donc là, je bascule en debug. Et je lance. Alors déjà, ça tourne. Bon, plutôt bon signe. Si je viens un peu embêter la roue, ben, j'observe que le moteur est en train de lutter pour maintenir une vitesse constante. Et maintenant, si je vais relever les points mesurés, voilà, j'ai tap speed qui est là. Alors, je dois avoir toujours un point qui est un peu
un peu moins bien que les autres, comme j'ai pas de valeur initiale, pas de position initiale. Voilà. Bon, à part ce point-là que je vais enlever. Peut-être à 1008, là, on va rester dans les 1004. Voilà, bon, c'est à peu près ce qu'on voyait d'ailleurs tout à l'heure en simulation. Et donc je voulais 1000, j'ai bien 1000, hein, voilà, donc la mesure rejoint bien la consigne. Alors je peux quand même vérifier que la commande ne va pas au-delà d'une variation de plus 100 ou de moins 100. Ça a l'air pas mal, hein, je reste dans des valeurs qui sont raisonnables. Alors soit dit en passant, je ne l'ai pas fait parce que j'avais directement possibilité de faire le test. Vous pouvez aussi vérifier que ça se passe bien en termes, donc en considérant les saturations. Donc là, j'ai fait un schéma XCOS avec le système à asservir. Et ici, j'ai la saturation en rapport cyclique, voilà, qui permet de tracer ce qui se passe en vitesse et en commande avec ce paramètre supplémentaire. Voilà, donc vous voyez que en peu de temps, avec très peu de calculs, on a réussi à régler un correcteur. Le tout, hein, et j'insiste là-dessus, c'est dans un premier temps de connaître le système, ici avec une réponse indicielle. Et si on a bien modélisé le système, après on peut parler de correcteur et de réglage.